La nuit tombe sur la côte bretonne et le vent soulève des gerbes d'écume contre les rochers noirs. Au bout d'une route étroite qui s'arrête net au bord de la falaise, un village se recroqueville sur lui-même dans la bruine froide. C'est là que se dirige Camille, une créatrice de podcast parisienne, qui a décidé de consacrer un dernier épisode à un phare dont on parle à voix basse. Elle vient avec ses micros, ses casques et ce mélange de scepticisme et de fatigue qui accompagne ceux qui jouent depuis trop longtemps avec les histoires des autres. Bonjour à tous, c'est Camille, je vous parle depuis un bus qui sent le sel et le gasoil, et j'ai l'impression de m'éloigner de tout ce qui est familier. Si vous entendez grincer les suspensions et claquer les vitres, c'est normal, la route file droit vers la mer et vers un phare qui n'a plus de lumière. Elle regarde par la fenêtre les talus qui défilent les champs noyés de pluie et les silhouettes de menhirs qui se dressent comme des dents. Dans son enregistreur, l'aiguille bouge à peine, mais tout ce trajet s'enregistre déjà comme un prélude à quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. On m'a écrit au sujet de ce phare, une certaine Madame Le Goff, qui prétend que des cloches sonnent sous la mer quand la tempête se lève. Elle dit aussi qu'une femme y est morte injustement et qu'elle attend une veilleuse, quelqu'un qui garderait la lumière allumée pour elle. Camille n'a pas dit à ses auditeurs que depuis plusieurs mois elle pense sérieusement à arrêter l'émission et à disparaître des plateformes. Elle se sent coupable de transformer la souffrance et la mort en contenu et de mesurer son succès en nombre de vues et de commentaires enthousiastes. Cette invitation lui a donc semblé être une sorte de test ou de dernière veille avant d'éteindre définitivement son micro. Le bus se vide peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un adolescent qui descend avant le terminus et Camille avec sa valise noire. Quand le chauffeur lui fait signe qu'il faut descendre, le ciel est déjà lourd et la mer invisible rugit derrière une bande de maisons serrées. D'accord, je crois que c'est la bienvenue à Kerbrum, ou presque, parce que pour l'instant je ne vois que le parking et un café fermé. Elle coupe l'enregistrement pour reprendre son souffle puis elle avance vers la seule façade éclairée du village, une petite auberge dont l'enseigne pend sur une chaîne rouillée. La porte s'ouvre avant qu'elle n'ait frappé et une femme aux cheveux blancs relevés en chignon apparaît avec un torchon sur l'épaule. Vous devez être Camille, entrez vite, le vent vient directement du large, et il ne pardonne rien. La voix est grave et chaleureuse, mais dans les yeux, il y a une inquiétude qui ne correspond pas au sourire. Merci de m'avoir invité. J'espère que ce ne sera pas trop de dérangement pour vous. Le dérangement, ce n'est pas vous. Le dérangement, c'est ce qu'il y a là dehors quand on prétend que tout est oublié. Madame Le Goff présente à Camille une chambre simple, une table de bois, un lit étroit, une lampe à abat-jour jaunâtre et un petit radiateur qui cliquette. Sur la table, un panier avec du pain, du beurre salé et une bolée de soupe encore chaude l'attend, comme si tout était prévu depuis longtemps. On mangera après, d'abord je voudrais vous montrer la route du phare tant qu'on y voit encore un peu. Vous voulez dire maintenant, tout de suite, il fait presque nuit, et je ne suis pas sûre que mon matériel aime ma pluie. Votre matériel peut rester ici pour le moment. Ce que vous devez apprendre d'abord ne se trouve pas dans vos câbles, mais dans vos pieds et dans votre gorge. Camille hésite une seconde puis elle enfile son manteau et suit la vieille femme dehors où le vent s'engouffre sous les toits en produisant un grondement long. Elle traverse le village où quelques volets claquent et où des silhouettes surveillent leur passage depuis les fenêtres sans jamais saluer. Une ruelle débouche sur un sentier pierreux qui monte vers la falaise et le grondement de la mer se fait plus fort à chaque pas. Au bout du sentier, le phare se découpe sur le ciel, une tour claire marquée de lichen avec une maison basse accrochée à sa base comme une excroissance. Le voilà, il n'a plus de feu depuis longtemps, mais il se souvient de ce que les hommes ont fait pour lui et contre lui. Il est magnifique et un peu triste. J'imagine très bien l'ambiance sonore qu'on peut obtenir ici pendant une tempête. Ce n'est pas une imagination, mademoiselle. Quand la tempête vient, elle est précise. Elle revient toujours à la même heure et elle demande toujours la même chose. Un frisson remonte la nuque de Camille qui se dit pourtant que ce genre de phrase fonctionne très bien dans un épisode et qu'elle doit tout enregistrer. Elles entrent dans la maison du gardien par une porte lourde qui grince et l'odeur de pierre humide, de sel et de poussière sucrée monte aussitôt. Dans la cuisine, une table couverte d'un vieux lin, une cuisinière froide, des assiettes ébréchées rangées sur une étagère témoignent d'une vie interrompue. Vous logerez ici pendant 2 nuits, c'est plus simple,
vous serez au plus près de ce que vous cherchez. Je cherche surtout à comprendre, à raconter et à donner une forme à tout cela pour que les gens puissent l'écouter sans danger. Il n'y a jamais d'écoute sans danger quand on parle des morts, mademoiselle. N'oubliez pas que certains n'ont pas encore entendu leur propre nom prononcé comme il faut. Madame Le Goff ouvre un placard dont le bois semble plus sombre que le reste et en sort une petite boîte en fer fermée par un ruban. Ceci est pour vous, ce sont des lettres et des pages de journal. Elles appartenaient à Héloïse qui vivait ici quand le phare était encore vivant. Je les lirai avec respect et prudence, je vous le promets. Je ne suis pas là pour faire de sensationnel, mais pour chercher la vérité. La vérité ici n'est pas un concept, c'est une dette que personne n'a payée, et parfois les dettes cherchent elles-mêmes à se faire entendre. Camille reçoit la boîte et la serre contre elle comme si le métal était plus chaud que l'air humide de la pièce. Elles ressortent de la maison et redescendent vers le village où les premières lampes s'allument derrière les carreaux alors que le ciel devient d'un bleu presque noir. Au moment où elles se séparent sur le pas de l'auberge, Madame Le Goff pose une main rugueuse sur le bras de Camille. Une dernière chose, ne lisez pas tout à la fois, et ne descendez pas au sous-sol s'il vous y invite. Il n'y a pas de sous-sol dans cette maison. Si je veux dire, vous ne m'en avez pas parlé. Justement, souvenez-vous de ce que je viens de dire, et laissez la phrase vous accompagner cette nuit. Camille reste seule, sur le trottoir avec une clé du phare dans une poche et la boîte de lettres dans l'autre pendant que la silhouette de la vieille femme disparaît sous la bruine. Plus tard dans sa chambre, elle installe son enregistreur sur la table, règle les niveaux de volume et place le micro près de ses lèvres. Bonsoir à tous, ici Camille, je suis arrivée à Kerbrem, un village au bout du monde, et je vais vous parler d'un phare sans feu et d'une femme sans tombe. Je vais vous raconter cela comme un journal. Comme un adieu peut-être, mais avant tout comme une veille dans la nuit. Elle marque une pause puis dépose la boîte de fer devant elle en écoutant le mince écho du métal sur le bois. Le ruban craque quand elle le défait et le couvercle se soulève pour laisser apparaître des ongles liés par une ficelle. Sur la première enveloppe, une écriture fine indique un prénom et un titre qui n'en est pas tout à fait un. On peut y lire Héloïse Armand, gardienne du feu du phare de Kerbrem. Je tiens entre les mains une lettre écrite en 1873 par une femme qui vivait ici et qui parle d'un feu qu'elle refuse de voir s'éteindre. La voix de Camille tremble à peine puis elle déplie la feuille et commence à lire sans encore appuyer sur les guillemets d'un dialogue. Ma chère sœur, la mer ici est plus vaste que tout ce que nous avons connu, et pourtant je me sens enfermée dans un cercle de lumière et de silence. Mon mari Armand est fier de son poste de gardien du phare, mais je sens que les hommes du village le regardent avec méfiance, comme si cette lumière leur volait quelque chose. Les nuits de tempête, je prie pour que la flamme tienne, car je sais que dehors des familles entières s'en remettent à notre feu pour ne pas finir sur les rochers. La voix qui traverse le temps est portée par la bouche de Camille, mais dans la pièce il semble qu'une autre présence se tienne juste derrière elle. Le chauffage souffle faiblement et une vibration presque imperceptible fait trembler le verre du carreau derrière lequel la nuit s'est installée. Je vais m'arrêter ici pour cette première lettre. Je voudrais garder un peu de recul, sinon je risque de confondre ma voix avec la sienne. Elle repose la feuille dans la boîte, note quelques impressions dans un carnet et termine l'enregistrement du jour. Au moment où elle se lève, pour éteindre la lampe, une sonnerie lointaine retentit comme un petit carillon métallique qui se perd aussitôt. Camille reste immobile en se demandant si un téléphone, quelque part, a vibré ou si ce son venait de dehors à travers les murs épais. La nuit suivante, elle installe son matériel dans la maison du gardien car elle veut enregistrer le vent, le craquement du bois et le souffle de la mer au plus près. Dans la cuisine du phare, le silence est plus lourd que dans la chambre de l'auberge, et chaque pas soulève un petit nuage de poussière sèche. Je suis maintenant dans la maison du gardien. Vous devriez entendre le vent siffler dans la cheminée et peut-être quelques bruits que je n'expliquerai pas tout de suite. Elle monte l'escalier qui mène à l'étage où une petite chambre nue contient un lit de fer, une table et un miroir terni accroché au mur. Elle pose l'enregistreur sur la table, se place sur la chaise et ouvre une nouvelle lettre dont l'encre est plus pâle que la précédente. Les hommes du village sont venus ce matin et ils ont parlé à Armand d'un ton que je n'aime pas. Ils disent que la mer est leur vraie richesse et que le phare la leur vole.
Ils disent que les épaves apportaient d'autrefois du bois, du vin et des tissus, et que maintenant, nous passons nos nuits à sauver des étrangers dont personne ici ne prononce les noms. Armand a répondu que chaque lampe allumée est un serment, et que s'il laissait le feu mourir même une seule nuit, il deviendrait complice de la mort de ceux qui ne connaissent pas nos rivages. Pendant que Camille lit ces phrases, le vent redouble, et un premier grondement de tonnerre se fait entendre très loin, sur la ligne de l'horizon invisible. Elle respire plus vite, sans s'en rendre compte, et sa voix se colle davantage à celle d'Héloïse, qui écrit depuis un autre hiver déjà lointain. Je vais vous faire écouter maintenant un son que j'ai entendu hier soir juste après la lecture. Je n'ai pas entendu sur le moment, seulement à la réécoute. Elle insère un extrait dans sa timeline audio, et sur le fichier brut on distingue nettement le tintement de 5 petites cloches qui sonnent l'une après l'autre. Aucun objet dans la chambre ne possède de clocher, aucun téléphone ne se trouvait là, et pourtant le micro a capté ce signal comme un code. Si vous entendez ces cloches dans le casque, ne paniquez pas. Dites-vous qu'elles viennent d'un autre temps et qu'elles cherchent seulement une oreille attentive. Elle pense en secret que ces trois s'adressent à elle autant qu'aux auditeurs, mais elle préfère ne pas l'avouer encore. En fin d'après-midi, alors que le ciel s'assombrit, Camille retourne au village pour acheter quelques provisions et prendre la température de la rumeur locale. Au comptoir du petit bar, un homme aux cheveux gris, au visage creusé par le sel et les années, boit un café noir en silence. Vous êtes la fille du micro, celle qui pose des questions sur le phare. On m'a dit que vous étiez arrivée. Je fais des reportages sur les lieux hantés. J'essaie surtout d'écouter ce que les vivants disent avant de tendre l'oreille vers les morts. Les morts de la nuit des 5 cloches n'ont pas besoin de votre micro pour se faire entendre. Ils ont la mer pour eux et elle n'oublie jamais. Loïc, comme il se présente ensuite, regarde Camille avec une curiosité mêlée de défi, comme s'il voulait la protéger et la mettre à l'épreuve en même temps. On m'a parlé de cette nuit. On m'a seulement dit qu'un navire s'était brisé sur les rochers alors que le phare aurait dû être allumé. C'est ce qu'on raconte, oui, un bateau plein de familles, des valises, des jouets, des lettres qui n'arriveront jamais, et 5 clochettes qui ont sonné quand la coque a cédé. Si vous entendez ces cloches, vous aussi, souvenez-vous que cela veut dire qu'on vous écoute et qu'on vous attend. Il n'y a rien de plus exigeant qu'un noyé qui n'a pas entendu son nom. Camille sent la chair de poule courir sur ses bras sous sa veste en pensant aux enregistrements qu'elle a déjà faits et à ceux qui lui restent à faire. Elle remercie le vieil homme puis retourne au phare au moment où la première pluie commence à fouetter la falaise. La nuit suivante, une tempête sérieuse se déploie sur la côte et la maison du gardien respire et grince comme si elle essayait de suivre le rythme des vagues. Vous entendez sûrement le bruit derrière moi. Je suis dans la salle des machines du phare. Le grand mécanisme de l'horloge est arrêté, mais j'ai l'impression qu'il veut se réveiller. Le cadran mural indique une imprécise, les aiguilles figées au milieu d'un temps qui n'existe plus. Camille pose la main sur le métal froid et pendant une seconde elle croit sentir un léger frisson comme un tic-tac intérieur. Elle ouvre une nouvelle lettre dont le papier est presque transparent par endroits. Cette nuit, la mer a frappé comme une main géante contre la falaise, et j'ai cru que la maison allait glisser dans le vide. Armand courait du réservoir à la lampe en jurant que rien ne s'éteindrait. Après minuit, des hommes ont frappé à la porte, et ils l'ont supplié de laisser la flamme mourir quelques heures en prétextant que l'huile manquerait sinon pour l'hiver. Quand il a refusé, j'ai vu dans leurs yeux quelque chose de dur et de froid. J'ai compris qu'ils préféraient la vue des épaves à celle des lumières lointaines. Alors qu'elle lit les mots d'Héloïse, Camille entend soudain derrière elle un craquement plus lourd que les autres. Elle se retourne et voit l'aiguille de la grande horloge trembler puis reculer lentement, comme poussée par une main invisible. Le cadran se fige sur 3h17 et au même instant la lumière électrique vacille sans pourtant s'éteindre. Je viens de voir l'horloge bouger, 3h17, je ne sais pas ce que cela signifie encore, mais je pense que je ne suis pas seule à vouloir que ce soit enregistré. Elle ne coupe pas le micro, car elle sait par expérience que c'est précisément lorsque la peur monte qu'il faut continuer à enregistrer. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, ses yeux brûlants de fatigue, elle descend dans la cuisine qui est nue. Le sol est glacé, et lorsqu'elle traverse le couloir, elle sent sous ses pas une planche qui sonne différemment, plus creuse, plus sourde.
Elle note mentalement l'endroit puis retourne à son lit en promettant de vérifier le lendemain avec une lampe plus forte. Au lever du jour, la tempête a laissé derrière elle une lumière blanche et un ciel lavé, mais le vent souffle encore en rafales irrégulières. Camille soulève la planche qui l'intrigue et découvre une petite cavité dans laquelle il ne reste qu'un peu de poussière de métal et l'empreinte rouillée d'un objet disparu. Elle se souvient des mots de Madame Le Goff et son cœur bat plus vite à l'idée qu'il puisse exister un autre passage vers un endroit dont personne ne parle. Dans l'après-midi, elle retourne à l'auberge pour poser des questions à la vieille femme qui l'accueille avec un regard fatigué, mais sans surprise. J'ai trouvé une cache dans le couloir du phare. Il y avait autrefois quelque chose là. Peut-être une clé ou un objet de métal. Est-ce que vous savez ce que c'était? Je savais que vous finiriez par la trouver, et j'espérais que le trou serait vide. C'est au moins une bonne nouvelle. Là où il y avait l'objet, il y avait aussi une direction. Un pas de plus vers un endroit où l'on n'aurait jamais dû descendre. Considérez que quelqu'un a déjà fait ce pas pour vous. Vous parlez d'un sous-sol. Pourtant la maison semble construite directement sur le rocher. Je ne vois aucune ouverture de l'extérieur. Certaines portes ne s'ouvrent pas sur les murs, mais sur ce que les hommes ont décidé d'enfouir. Si vous les ouvrez, vous devez être prête à prononcer à haute voix tout ce que vous y trouverez. La vieille femme détourne les yeux comme si elle écoutait un bruit que Camille ne perçoit pas. Puis elle va chercher dans un tiroir une cassette audio dont l'étiquette porte un nom écrit à la main. Un autre avant vous a voulu comprendre. Il avait aussi un appareil pour enregistrer. Il s'appelait André Mallet et il n'a jamais terminé son travail. Est-ce que cette cassette contient sa voix? Est-ce que je peux l'écouter et m'en servir pour mon émission? Vous pouvez l'écouter, mais ne faites pas l'erreur de croire qu'il n'y a que sa voix dessus. Depuis qu'il l'a laissée ici, il n'est jamais revenu. La cassette pèse plus lourd que prévu dans la main de Camille qui sent soudain un vertige la traverser. Le soir, elle installe un vieux lecteur connecté à son enregistreur et appuie sur lecture alors que le vent recommence à secouer les vitres. Ici André Mallet, enquête sur le phare de Carbrume, jour 2, entretien avec un pêcheur âgé qui refuse de donner son nom. La bande est couverte d'un souffle régulier et de craquements, mais la voix reste intelligible. On dit que la nuit des 5 cloches, le feu s'est éteint tout seul, qu'une main que personne n'a vue a fermé le volet. Est-ce que c'est ce que vous croyez aussi? Un silence suit, et l'on devine une réponse étouffée que le micro ne saisit pas complètement. Vous ne voulez pas que je répète ce que vous venez de dire, alors je vais simplement noter que la peur ici n'est pas dans les fantômes mais dans les souvenirs des vivants. Plus la bande avance, plus quelque chose change dans la couleur de la voix. Cette nuit je dors dans la maison du gardien, j'ai entendu un bruit sous le plancher, comme une chaîne que l'on traîne lentement, je ne trouve pas la trappe. Soudain une seconde voix apparaît dans l'arrière-plan, une voix de femme basse, presque murmurée, qui répète certains mots avec un léger décalage. Elle semble dire « Je suis là, je suis là, je suis là » jusqu'à ce que les deux voix se confondent dans un même timbre hésitant. S'il y a un sous-sol, il doit être scellé depuis longtemps. Je vais chercher mieux demain. Il faut que quelqu'un éclaire ce qui a été caché. La bande se termine brutalement sur un bruit de chute et cinq tintements clairs qui résonnent plus longtemps que le reste. Camille arrête la cassette, la gorge serrée, consciente qu'elle vient de marcher sur la trace exacte de quelqu'un qui a disparu entre deux phrases. Si André a entendu les mêmes cloches que moi, cela veut dire que le phare se sert de nous pour répéter une histoire jusqu'à ce que quelqu'un la raconte jusqu'au bout. Elle parle à haute voix, mais ne sait plus très bien si elle s'adresse à ses auditeurs, ou à Eloï, ou à elle-même. La nuit suivante, la météo annonce une tempête plus violente encore, et la mer commence à rugir dès le début de la soirée. Je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais tenté. Je vais ouvrir un direct depuis la maison du gardien et vous laisser entendre ce qui se passe en temps réel. Elle règle le flux en ligne, lit les premiers commentaires qui apparaissent et voit défiler des salutations enthousiastes, des blagues et quelques avertissements superstitieux. Rappelez-vous que vous pouvez couper à tout moment si vous vous sentez mal. Je ne vous en voudrais pas, mais si vous restez, je vous demanderai d'écouter avec attention. Le vent hurle maintenant autour du bâtiment, comme s'il cherchait les fissures où s'engouffrer. Dans le casque de Camille, le grondement de la mer se mélange au grincement des charpentes et au souffle de sa propre respiration. Je suis dans la salle de la lanterne, la lumière électrique est faible et le mécanisme de l'horloge vient de se mettre à vibrer de nouveau.
Elle filme aussi avec une petite caméra, mais ce soir ce sont surtout les sons qui comptent. Elle ouvre une nouvelle lettre, celle que Madame Le Goff avait glissée au fond de la boîte, comme si elle devait rester cachée plus longtemps que les autres. Cette nuit, ils sont revenus, ils étaient 4, et ils sentaient le vin et la colère. Ils ont fermé la porte derrière eux et ont dit à Armand que la mère avait faim et que le village avait faim avec elle. Ils ont promis que personne ne saurait rien, que les morts ne parleraient pas, que les épaves s'échoueraient loin du regard des autorités et que Dieu lui-même détournerait les yeux une seule nuit. Armand a refusé encore, et ils l'ont frappé, il est tombé dans le local de la lampe, et j'ai entendu sa tête heurter le sol comme un galet que l'on jette dans une mare. Alors qu'elle prononce ces mots, la lumière du plafond clignote, puis s'éteint. Seule subsiste la petite veilleuse du record et un filet de luminescence qui provient du sommet de la tour. L'électricité vient de tomber, mais mon enregistreur fonctionne toujours. Je reste avec vous. Je vais allumer la lampe torche et descendre d'un étage. Au moment où elle pose le pied sur la première marche, un bruit métallique, clair, se fait entendre. C'est un carillon précis 5 notes cristallines qui montent du sol plutôt que du plafond. Dans le chat, les auditeurs s'affolent et des messages apparaissent tous les dixièmes de seconde. Beaucoup écrivent qu'ils entendent aussi les cloches alors que Camille n'a pas encore inséré d'extrait sonore dans le flux. Je descends dans le couloir. Je sens le froid remonter à travers les dalles. Je vais vérifier la planche creuse dont je vous ai parlé hier. Sa lampe éclaire le bois usé et elle repère l'endroit exact où le son avait changé sous ses pas. Elle passe la main le long des joints jusqu'à sentir un petit trou et un fragment de métal coincé entre 2 planches. En tirant avec précaution, elle libère une clé longue et rouillée qui laisse sur ses doigts une poudre rouge. Je viens de trouver une clé. Elle était coincée sur le plancher. Je pense que c'est ce qui manquait dans la cache vide. Je ne sais pas encore ce qu'elle ouvre. À cet instant, le carillon retentit de nouveau plus proche, plus insistant. La vibration semble monter du centre même du couloir sous la peau de la maison. Camille sent sa gorge se serrer, mais elle continue d'avancer guidée par le faisceau de la lampe. Au milieu du couloir, une petite plaque de bois diffère des autres, moins usée, moins tachée, comme si elle avait été remplacée plus récemment. La clé s'y adapte parfaitement et un déclic sec retentit suivi d'un souffle froid qui monte d'une ouverture noire. Il y a un escalier qui descend sous la maison. Je ne croyais pas que ce soit possible. Je vais y aller lentement. Si vous êtes toujours là avec moi, respirez calmement. Les marches sont de pierre et couvertes d'une fine pellicule d'humidité qui brille dans le cône de lumière. L'air sent le sel et quelque chose d'autre, une odeur de fer, de corde mouillée et de cire. Au bas de l'escalier, une petite pièce taillée dans la roche apparaît nue, presque vide. Contre un mur, un anneau de fer fixé dans la pierre supporte encore un tronçon de chêne brisé. Au sol, une chaise renversée gît à côté d'une tache sombre qui a traversé le temps. Je suis dans ce qui ressemble à une cellule. Je vois un anneau dans le mur et une chaise renversée. Je pense que quelqu'un a été attaché ici. Elle approche la lampe de la paroi et distingue des traces d'écriture grossièrement gravées avec un objet pointu. Les lettres sont irrégulières, parfois entaillées l'une sur l'autre, mais certaines restent lisibles. Je lis des mots, c'est difficile. Je distingue qu'on prononce leur nom ou qu'ils nous prennent. C'est tout ce que je peux déchiffrer clairement. Sur le sol près de la chaise, un paquet de feuilles reliées par une ficelle pour y repose dans une flaque d'eau stagnante. Camille le soulève doucement et découvre une liste de noms écrits à l'encre tremblante. Ce sont des noms de femmes, d'hommes, d'enfants, parfois suivis de l'âge ou d'une ville lointaine. Il y a ici la liste des passagers du navire. Quelqu'un a voulu recopier chacun de leurs noms. La fin de la liste est blanche, comme si la main s'était arrêtée. À mesure qu'elle tourne les pages, la pièce semble se rétrécir et le silence se densifier. Un goutte à goutte régulier tombe du plafond et chaque goutte résonne comme un petit coup de marteau sur une cloche invisible. Si j'ai bien compris ce que je lis sur le mur, les morts n'auront pas de repos tant que leurs noms ne seront pas prononcés à haute voix, un par un, dans la lumière. Elle est s'assied sur la marche la plus basse et sent sa phobie du noir se réveiller avec violence. Des souvenirs d'enfance reviennent, les soirées où ses parents éteignaient toutes les lampes pour lui apprendre à ne pas avoir peur. Le couloir, sombre de son appartement parisien, les murs proches, le froid du carrelage, sous ses pieds nus, tout se superpose à la cave du phare.
Je vous parle à vous, qui écoutez. Je vous demande votre avis même si je ne l'entendrai pas vraiment. Est-ce que je dois lire ces noms? Est-ce que je dois partager ce port avec vous? Les commentaires défilent. Sur l'écran de son téléphone posé sur une marche plus haute, il y a des messages de soutien, des mises en garde, des prières. Certains écrivent que c'est précisément pour cela qu'ils l'écoutent, qu'ils veulent participer à quelque chose de plus grand que leur propre peur. D'autres supplient qu'elle s'arrête, qu'elle ne mette pas en circulation une malédiction qui pourrait se glisser dans chaque casque. Je sens que si je repars sans avoir lu ces noms, je laisserai Héloïse attachée à ce mur et les noyer sous la surface. Et je sais aussi que si je les lis, je vous ferai porter une part de leur mémoire. Une larme coule sur sa joue, qu'elle essuie rapidement d'un revers de main pour ne pas tomber dans sa voix. Je vais les lire, je vais le faire lentement. Vous pouvez couper si vous le souhaitez, mais sachez que même si vous arrêtez l'épisode, les noms continueront de résonner ici. Elle remonte jusqu'à la salle de la lanterne car elle veut que la lecture se fasse au plus près de l'endroit où la lumière aurait dû rester allumée. La tempête à l'extérieur atteint son paroxysme et le phare tremble comme une grande cage de pierre. Elle est s'assied sur le sol près du mécanisme de l'horloge toujours figée sur 3h17. La petite lampe de poche posée devant elle trace un cercle de clarté autour du carnet de noms. Je commence. Écoutez seulement, si vous en avez la force. Chaque nom appartient à un corps, un souffle, à une vie entière emboutie en ennemis. Sa voix devient grave et lente, et chaque syllabe tombe comme une goutte de plomb fondu. Jeanne Morel, 32 ans, Lyon, institutrice, disparue dans les vagues. Louis Morel, 6 ans, Lyon, aimait les bateaux de bois et les histoires de monstres marins. Maria Fernandé, 25 ans, Séville, couturière, voyageait pour rejoindre son mari à Brest. Thomas Dequet, 40 ans, Rotterdam, marin, n'a pas eu le temps de voir la lumière du phare cette nuit-là. Élise Dubois, 19 ans, Paris, enceinte de 5 mois, rêvait de commencer une nouvelle vie près de l'océan. À mesure que la liste avance, des bruits étranges se glissent dans le flux audio. On croit entendre des soupirs, des murmures, des merci, prononcés dans plusieurs langues. Certains auditeurs écriront plus tard qu'ils ont reconnu des prénoms de membres de leur famille sans aucune raison rationnelle. Je continue, parce que je sens que si je m'arrête au milieu, ce sera pire que de ne rien avoir lu du tout. Elle lit encore des dizaines d'entrées, la voix de plus en plus rauque, jusqu'à ce que la langue se fasse pâteuse et que les mots trébuchent les uns sur les autres. Pourtant, quelque chose la pousse à aller au bout, une force qui n'est ni seulement la culpabilité, ni seulement la curiosité. Quand elle prononce le dernier nom, la tempête semble se taire d'un coup, comme si quelqu'un avait fermé une porte insonorisée. Le mécanisme de l'horloge se remet en marche dans un cliquetis sec et l'aiguille avance doucement au-delà de 3h17. Dans la lanterne, une lumière blanche s'allume d'elle-même et projette sur la mer un rayon tournant que personne n'a déclenché. Le phare s'est rallumé, je n'ai touché à rien, la tempête vient de se calmer, et je ne sais pas encore ce que cela signifie pour ceux qui ont écouté. Ses mains tremblent quand elle éteint la lampe de poche pour regarder la clarté surnaturelle qui baigne la pièce. Pendant un bref instant, elle croit voir dans le verre une silhouette de femme en robe sombre tenant dans ses bras un petit paquet indistinct. La silhouette incline la tête comme pour remercier puis se dissout dans la lumière. Le direct se termine peu après et la vidéo enregistre encore quelques minutes de silence où l'on entend seulement le lointain roulement des vagues apaisées. Le lendemain matin, le village se réveille avec une nouvelle étrange. Les pêcheurs ont découvert au pied de la falaise des planches anciennes, des coffres éclatés et des objets rouillés que la mer n'avait jamais rendus jusqu'ici. Personne ne parle de miracle, mais beaucoup évitent le regard de Camille en la croisant dans la ruelle. Madame Le Goff l'invite à reprendre un café dans l'auberge avant son départ. Vous avez fait ce que nous n'avons pas eu le courage de faire pendant un siècle. Vous avez prononcé leur nom à la lumière, mais le prix ne se paie pas seulement ici. Je sais que quelque chose a changé, je le sens dans ma poitrine et dans mes oreilles, comme si je portais maintenant des voix qui ne sont pas les miennes. Peut-être que vous étiez la veilleuse qu'elle attendait. Peut-être aussi que vous avez allumé des flammes dans des maisons très loin d'ici, dans la chambre de ceux qui vous écoutent tard le soir. Camille sourit faiblement, mais ses yeux trahissent une fatigue qui dépasse le manque de sommeil. Elle serre la main de la vieille femme et quitte le village sous un ciel étonnamment clair.
Dans le bus du retour, elle réécoute le direct sur son ordinateur portable pour préparer le montage final. Elle remarque alors des choses qu'elle n'avait pas perçues sur le moment. Par endroits, sa voix change imperceptiblement d'accent comme si une autre région de France venait habiter sa bouche. À d'autres moments, elle utilise des tournures anciennes des mots qu'elle n'a pas l'habitude d'employer. Au milieu de la lecture des noms, un second timbre se superpose au sien, celui d'une femme plus âgée dont le souffle est décalé d'une fraction de seconde. Quand elle ralentit l'enregistrement, elle comprend que cette seconde voix répète exactement les mêmes phrases, mais en ajoutant parfois un prénom ou un merci qu'elle n'a pas dit. Elle hésite un long moment avant de publier l'épisode et finit par cliquer sur mettre en ligne tout en ayant la sensation de déclencher un mécanisme irréversible. Dans les heures qui suivent, les commentaires affluent par centaines puis par milliers. Certains auditeurs racontent avoir pleuré sans savoir pourquoi au moment de la lecture des noms alors qu'ils cuisinaient ou qu'ils prenaient le métro. D'autres disent avoir entendu dans leurs écouteurs des chuchotements qui prononçaient leur propre prénom alors que Camille ne pouvait pas le connaître. Quelques-uns assurent avoir vu dans le reflet de leur écran l'ombre d'une femme derrière eux qui disparaissait dès qu'ils se retournaient. Camille lit tout cela avec un mélange de culpabilité et de soulagement, se disant qu'au moins la mémoire des noyés n'est plus confinée à une cave humide. Elle enregistre un dernier message, quelques jours plus tard, avec une voix plus grave puis lente. Je crois que cet épisode pour un moment. Je me sens remplie jusqu'au bord de voix de visage de nuit, de tempête, et j'ai besoin de silence pour ne pas me perdre. Si vous avez écouté jusqu'au bout, sachez que vous avez partagé une part de la veille. Vous êtes maintenant des veilleuses vous aussi, où que vous soyez. Après ces mots, elle ferme son micro et laisse le fichier dormir sur son disque dur comme un phare intérieur qu'elle n'allumera peut-être plus. Dans le monde, pourtant, l'épisode continue de circuler et de s'ouvrir sur des écrans de téléphone, dans des chambres sombres, dans des salons silencieux, dans des trains nocturnes. Parfois, au milieu de la nuit, quelqu'un se réveille brutalement, croyant avoir entendu au pied de son lit le tintement discret de 5 petites cloches. Parfois, un auditeur, en retard sur la série, découvre l'histoire longtemps après et ressent la même impression de déjà vécu, comme si le récit l'attendait depuis toujours. Une rumeur commence à dire que la lecture des noms apaise certains cauchemars, mais en déclenche d'autres, comme si le poids des rêves se redistribuait d'une personne à l'autre. Au fond de la cave du phare, la trace, sombre sur la pierre, semble s'être éclaircie légèrement, et la chaîne ne rouille plus de la même façon. On raconte sans le dire trop fort que depuis cette nuit, aucun navire n'a connu de naufrage près des rochers de Kerbrum. On raconte aussi qu'en période de brouillard, quand la corne de brume se tait, on peut entendre une voix féminine dire doucement « Je suis là, la lumière ne s'éteindra plus ». Quant à Camille, elle continue de marcher dans les rues de Paris avec des écouteurs dans les oreilles, mais sans musique, sans podcast, seulement le bruit de la ville et de ses propres pas. Parfois, elle croit percevoir à travers le vacarme un carillon très faible et un chuchotement qui lui rappelle qu'elle n'était qu'un passage, qu'une veilleuse depuis dans une longue chaîne de veilleurs. C'est peut-être pour cela que ce soir cette histoire est parvenue jusqu'à vous qui écoutez ces mots depuis un autre lieu, un autre temps, une autre chambre. Vous venez de suivre la trace de Camille, d'Héloïse, d'André et de tous ceux dont les noms se sont glissés entre les vagues et les lignes d'encre. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce récit, merci d'avoir offert votre attention et votre respiration à ces voix venues de la mer. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne Histoire courte de fantômes et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en faisant un don grâce au code cœur visible en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Dans cette même description, vous trouverez également des liens vers d'autres séries de la chaîne, des voyages très différents dans d'autres mondes hantés qui n'ont rien à voir avec cette nuit au phare. Je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre confiance et pour chaque minute que vous avez passée avec nous dans l'obscurité. Prenez soin de vous, laisser les lumières que vous choisissez rester allumées et revenez nous voir pour la prochaine histoire quand vous serez prêts. Bonne nuit à vous tous et à très bientôt sur Histoire courte de fantômes.